Sa grande faute, son erreur fondamentale, a été de droit du jeu à s'adresser autant de jugement des connaissances de leur vrai intérêt qu'à lui-même. Il soupçonnait bien l'Autriche de le principe, disait-il, de chercher à profiter du mauvais pas où il se trouvait pour lui arracher de grands avantages. Et il y était, au fond, tout à fait décidé. Mais il ne pouvait se persuader qu'il y eût assez d'aveuglement dans le monarque, assez de trahison dans ses meneurs pour vouloir l'abattre tout à fait, lui, Napoléon. Et livrer pas là le propre pays à la merci de la toute-puissance non contrôlée désormais de la Russie. L'empereur faisait le même raisonnement à l'égard de la Confédération du Rhin, qui pouvait bien, que venait-il avoir à se plaindre de lui, peut-être, mais qui devait cependant redouter bien davantage encore de retomber sous la subjection de l'Autriche et de la Prusse elle-même, dont la pensée de Napoléon ne se trouvait pas en dehors de ses raisonnements. Elle ne pouvait, selon lui, vouloir détruire tout à fait une contrepoids nécessaire à son indépendance, à son existence même. Ainsi, Napoléon admettait bien de la haine dont ses ennemis et de l'humeur, de la malveillance, peut-être chez ses alliés, mais il ne pouvait s'opposer aux uns ni aux autres le désir de les détruire tout à fait, tant il se sentait nécessaire à tout. Et il marchait en conséquence. Voilà l'idée dominante de Napoléon dans toute cette grande circonstance. Elle est la clef constante de sa conduite jusqu'au dernier moment, à lui-même de sa chute. Il ne faut pas la perdre de vue. Elle explique bien des choses, peut-être tout. Son attitude hostile, ses paroles fières, ses refus de conclure, sa détermination de combattre. S'il y avait des succès, disait-il, il ferait dès lors des sacrifices avec honneur et la paix avec gloire. Les prestiges de sa supériorité demeureront intacts. Il éprouvait au contraire des trop grands rêveurs. Il serait toujours à l'automne d'effectuer ses sacrifices et l'intérêt vital de l'Autriche, celui des vrais Allemands, ayant la pu le soutenir de leurs armes ou de leur diplomatie, tant il supposait un but ainsi qu'il était lui-même, combien désormais il s'était indispensable à la structure, au repos, à la sûreté, à l'existence de l'Europe. Et là, ce dont il pouvait douter fut ce qui lui réussit. La victoire lui demeura fidèle. Ses premiers succès sont incroyables, admirables. Mais ce qui lui semblait infaillible fut précisément ce qui lui manqua. Ses alliés naturels, les trahiront et les précipiteront à l'appui de ce que je viens de dire et pour la meilleure intelligence des paroles prononcées plus haut par l'empereur. Je vais ressembler ici un léger résumé des événements et des actes de cette fatale campagne. Aussi bien dans le temps nous ne connûmes guère en France, ce qui se résulta, les bulletins nous disaient fort peu de choses, et nous ne recevions aucune publication étrangère. Et puis d'ailleurs, il y a si longtemps, tant d'autres grandes circonstances sont survenues que ces détails ne saurions être aujourd'hui bien présents même à ceux qui les avions sous. Les voici donc dans leur ordre chronologique. J'ai pu se résumer dans l'ouvrage des messieurs de Montferrand publié en 1820. Cette production, toute récemment écrite, porte le caractère d'un très grand soin dans la recherche des pièces officielles et des documents
authentique. L'auteur s'est aidé de tous ses devanciers. J'ai donc dû croire que c'était indubitablement ce qu'il y avait de mieux. L'écrivain est loin d'être favorable à Napoléon. Toutefois, on lui doit la justice de convenir qu'une grande impartialité à cet égard honore son caractère, en même temps qu'elle ajoute à tous les autres genres de mérite qui recommandons cet ouvrage. Évidemment, les 2 mai, Napoléon ouvre la campagne de Saxe par la victoire de Lutzen. Chose surprenante et d'une immortelle honneur. Une armée toute nouvelle et sans cavalerie. Marovier, bande russe et prussienne, le génie du chef, la valeureuse jeunesse qu'il commande, suppliant à tout. On n'avait point de cavalerie, mais la masse d'infanterie s'avança en carré flanqué d'une immense artillerie. Et les voilà, autant de forteresses mouvantes. 80 000 fantassins français au Rhino à 4000 cavaliers, seulement bateaux 107 000 Russes ou Prussiens, dont plus de 20 000 de cavalerie. Alexandre, le roi de Prusse, et Théon en personne, leur garde célèbre, n'a pu tenir contre nos jeunes conscrits. Ils ont coûté aux ennemis 18 000 hommes, mais notre perte est de 2 000, et notre manque de cavalerie nous privait des fruits habituels de nos victoires. Toutefois, le résultat moral était immense. Les sentiments de nos soldats repris son ascendant, et la puissance d'opinion revient tout à l'empereur. Les alliés se retirant devant lui sans oser risquer une nouvelle bataille. La 9. Napoléon rentre victorieux dans Dresde et revenant son souverain, ce roi des Saxes. Que sentiment de ses vrais intérêts! Que sa vitalité et ses engagements en avaient fait sortir à l'approche des Alliés, dont il avait refusé constamment toutes les propositions. Le 21 et le 22, Napoléon triomphe de nouveau à Wurzen et à Bautzen. Les Alliés avaient choisi leur terrain. Les belles campagnes de Frédéric l'avaient rendu classique. Ils s'étaient retranchés et se croyaient inexpugnable. Mais toutes ces doses grandes vues, aux belles dispositions du général français, qui, en commençant le combat, se déclarent déjà sûrs de la victoire. Les Alliés perdant encore 18 ou 20 000 hommes et ne tirant plus, ils se retirent en désordre. L'empereur les poursuit. Il a déjà franchi la Lusace, traversé la Silésie. Il est sur l'Odeur. Alors, les Alliés demandant un armistice pour traiter de la paix, et Napoléon croyant tenir l'instant favorable à l'accord.